la partie combat spatial. Comment ça se passe? Pour arriver sur un combat spatial, il faut d'abord avoir fait une exploration spatiale. Moi, mon vaisseau était sur cette carte-là, enfin du moins j'ai atteint cette carte-là via l'exploration, et je voulais faire cette mission-là, la 49, parce qu'elle m'a été confiée. Ici, on a une mission secondaire, ici, elle m'a été confiée, donc du coup, j'ai décidé d'aller ici faire cette mission-là. Je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est comme mission, comment on l'obtient, mais toujours est-il que mon vaisseau est arrivé ici pour faire cette mission-là. Donc à chaque fois que je fais une action, ça me dépense de la réserve. Ici, il y a un petit indicateur d'événement, ça veut dire que quand on tombe sur des cartes comme ça, on tire un événement. Pendant mon voyage jusqu'à cette destination-là, alors que mon vaisseau était plein de réserves, j'ai eu 2 événements, dont une pluie de météorites, qui m'a un peu défoncé le vaisseau, ce qui fait que mes réserves ont vraiment chuté. Et que mes pilotes vont donc commencer avec un peu de stress cette mission. Parce qu'en fait, j'ai perdu de la réserve, et quand on n'a plus de réserve sur le vaisseau principal, dès qu'on fait une action, qui normalement nous coûterait des réserves, eh bien on doit augmenter le stress de 1 pour tous les pilotes. Ce qui fait que la prochaine mission qu'ils vont commencer, s'ils n'ont pas atterri sur une planète, s'ils ne sont pas arrivés sur une base, ils vont avoir du stress dès le début de la mission. Du fait des problèmes sur le vaisseau. Donc voilà, j'étais sur cette carte-là, et je passe sur la mise en place de la mission. Les missions dans le jeu, dans Stars of Cacario, se présentent comme ça. Donc vous voyez que c'est aussi un scénario, numéro 49, donc on peut avoir des scénarios où il n'y a que de l'histoire, avec des choix, ou des scénarios de combat comme ici, ou des scénarios dans lesquels c'est de l'exploration du monde que l'on va découvrir. Donc ici, vous voyez que c'est donc le numéro 49, prérequis Ronin 1. Donc ça veut dire quoi? Sur ma page d'avancée de l'histoire, j'ai Ronin 1 qui est coché, parce que j'ai récupéré le badge en faisant une action. C'est comme ça qu'on m'a confié la mission. Et donc ça veut dire que je peux faire cette mission-là parce que j'ai ce prérequis. Si je n'avais pas eu ce badge précédemment, ce succès, c'est des succès dans le jeu, je ne pourrais pas faire cette mission-là. Donc ce genre d'informations, vous l'aurez souvent, même dans les chapitres de l'histoire, dans l'exploration du monde, vous aurez parfois des informations, des prérequis, qui vous demanderont est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça. Parfois, même dans un chapitre d'exploration, vous aurez plusieurs prérequis, et il faudra prendre le chapitre qui correspondra aux prérequis que vous avez. Ici, on a l'objectif de la mission, neutraliser le transport de fonds avant les Ronins. Ici, on va retrouver donc l'objectif qui va être appelé, les règles spéciales du combat, donc en plus des règles classiques qu'on a pour le combat, on va avoir des règles spéciales pour ce scénario-là. Ensuite, on aura un paragraphe succès et un paragraphe échec avec leurs récompenses associées. La liste des vaisseaux que l'on va pouvoir choisir dans la boîte pour aller les préparer. Le setup de la carte, donc avec les obstacles, la présence des vaisseaux. Chaque nombre indiqué ici indique pour quel nombre de joueurs ça correspond. Donc moi, vu que là je fais partie à 2 joueurs, enfin 2 pilotes, j'ai donc le 1, les 1 plus et le 2 plus. Donc il y a celui-là, 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 et ce sera tout. D'accord? Donc il y a 4 vaisseaux en tout. 5 vaisseaux en tout. Alors, vous allez voir que la mise en place et la façon dont c'est géré, c'est vraiment plutôt intelligent, c'est vraiment bien foutu. Donc si je retire cette carte-là, donc vous voyez que j'ai fait le setup de la carte, je le mets là à côté, on retrouve exactement tout ce que j'ai sur la carte. Et ici, on va retrouver les plateaux ennemis. Alors chaque plateau ennemi va contenir les informations coque du vaisseau, l'information bouclier, et ici on a un emplacement pour les effets qui sont sur le vaisseau. De la même manière que sur nos vaisseaux à nous, ici on a des emplacements pour mettre les cubes rouges aussi pour les effets qu'on peut récupérer sur notre vaisseau. Ce sera pareil pour les ennemis. Au milieu, on a la carte ennemie, qui peut être soit en rouge, standard, soit en jaune, ils appellent ça élite. C'est marqué ici. En plus, vous avez un numéro, là c'est la carte numéro 1. Alors, à quoi ça va servir tout ça? Donc les élites, déjà, ont de meilleures caractéristiques, souvent soit la coque, soit le bouclier. Parfois, ils peuvent être immunisés à plus d'effets dans le jeu. Et en plus de ça, le numéro qui se trouve ici va indiquer pour tous les scouts Ronin, par exemple, dans notre cas ici, le premier qui agit, le second, et ainsi de suite. Donc, on va le faire dans l'ordre des numéros qui sont ici. Quand il ne s'agit pas des mêmes types de vaisseaux, donc entre les différents types de vaisseaux, l'ordre va correspondre aux cartes, au numéro qui est indiqué sur les cartes d'attaque de différents vaisseaux. Donc pour les Ronins de type Scout, on a ici le numéro 2, et pour l'UIA Dart, on a le numéro 1. Donc ça veut dire que la carte
les cartes d'intelligence artificielle des types de vaisseaux UIA DART va être exécutée avant celle des Ronin. D'accord? Alors ici, normalement, on a 3 types de vaisseaux. On a les Ronin, les scouts Ronin, on a les UIA DART, et on a un troisième type qui est l'UIA Arnaut, mais comme indiqué ici, donc ça va être le transport de fond, l'Arnaut de l'AIU. Alors, on a une traduction ici, c'est un des problèmes de la traduction française, c'est qu'on a traduit les noms, et AIU c'est pour Alliance Intergalactique Unifiée, et en anglais c'est UIA parce que c'est Unified Intergalactic Alliance. Voilà. Mais donc le transport il a 15 en coque, 15 par joueur de bouclier, donc 30 dans mon cas, et il y a marqué « et n'utilise pas de carte de combat ». Alors normalement il y a un tas de cartes de combat qui est prévu pour ce type de vaisseau-là, mais là dans le scénario on ne le jouera pas. En fait à la place on va lancer un dé, et il va se diriger en fonction du dé. Là l'objectif du scénario c'est de faire tomber sa coque à 0 avant que les Ronins ne le fassent tomber à 0. Donc ça veut dire en gros, on peut avoir aussi profité que les Ronins l'attaquent, parce que ici, les Ronins considèrent que ce vaisseau-là est un vaisseau ennemi, donc ils vont l'attaquer, au même titre qu'ils vont nous attaquer nous si on est plus près. Donc il faudra profiter soit que les Ronins fassent baisser sa coque, et donc nous arriver pour faire tomber sa coque à 0, avant eux, et si c'est un Ronin qui fait tomber sa coque à 0, on échoue sur le scénario. Si par contre nous on fait tomber sa coque à 0, à ce moment-là, on va réussir le scénario, et en fonction de ça, on dira le scénario succès ou échec. Alors ceci étant dit, vous voyez les vaisseaux qui sont posés, je vais prendre par exemple ce vaisseau-là. Vous voyez que le vaisseau est sur son socle, donc ça se retire, on les prépare à chaque fois qu'on fait un scénario. Et ici j'ai mis un petit 2 qui va correspondre à mon scout numéro 2. Donc j'ai bien à chaque fois un plateau ennemi pour chaque vaisseau ennemi. Le pion il peut être soit jaune, soit rouge, en fonction que ma carte est de type standard ou de type élite. Dans le scénario, est précisé la direction dans laquelle est le vaisseau en fait en début de scénario. Donc là c'est l'arc avant qui est ici, donc on l'avait dirigé dans cette direction-là. Alors comment va se passer le tour de jeu? C'est très simple. Mes 2 vaisseaux qui sont ici, sont les miens. Chaque pilote a 4 dés d'action à sa disposition. Quand on joue en mode solo pur, avec un seul pilote, on va avoir 5 dés. D'accord? On sera le seul pilote, mais on aura 5 dés. Là, dans mon cas, j'ai 4 dés pour chaque vaisseau. Et en début de round, ce qu'on fait, c'est que chaque pilote va augmenter en fait son bouclier. C'est la première chose qu'on fait dans un round, c'est qu'on augmente le bouclier de 1. Donc là, c'est le début du round, donc c'est pas la peine. Mais dans tous les autres rounds, la première chose qu'on fera, c'est, pour marquer le début du round, c'est d'augmenter son bouclier de 1. Donc les boucliers se rechargent progressivement pour les pilotes. Pour moi, pour mes pilotes, ce n'est pas le cas pour les ennemis, sauf s'il y avait une règle dans le scénario. Mais a priori, là, ici, il n'y en a pas. Donc ici, mes pilotes pourraient augmenter leur bouclier, sauf qu'on est déjà au maximum, donc je ne peux pas augmenter plus loin que le maximum de boucliers que j'ai sur mon vaisseau. C'est pareil pour la coque, si je devais la réparer, je ne peux pas aller au-delà de la valeur de départ. Alors, je vais vous rapprocher un plateau joueur, je vais retirer celui-là ici. Donc on va lancer, en fait, une fois qu'on a fait qu'on a augmenté le bouclier, si c'était le cas ici, eh bien, chaque pilote lance les dés. Donc là, c'était 4 dés d'action. Donc j'ai lancé les 4 dés pour mon pilote ici. Je vais mettre le score ici. Avec ces dés d'action, je vais pouvoir faire des actions dans le jeu. Et je vais pouvoir alterner entre mes 2 pilotes. Ou entre plus de pilotes si j'avais plus de pilotes. Ça veut dire que je vais pouvoir faire une action, l'autre pilote va pouvoir en faire une et ainsi de suite. Il n'y a pas de tour de jeu, on joue les actions dans l'ordre que l'on a envie. Par contre, on termine son action complètement avant que quelqu'un d'autre fasse une action. Alors, sur mon vaisseau, qu'est-ce que je vais avoir comme possibilité? Déjà, au niveau des dés. Donc, les dés, ils vont avoir différentes faces. Celle-là, c'est le mouvement. Ici, c'est un dé de stress. Le dé de stress, c'est un dé de joker. Ça veut dire qu'il remplace n'importe quelle phase de dé. Par contre, quand je l'utilise, il me fait augmenter mon stress qui se trouve ici. On va y revenir. Ça, c'est le dé de joker véritable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un joker et il ne me fait pas augmenter le stress. Et enfin, le dernier qu'on a, c'est l'attaque, qui me permet d'utiliser sur des actions de type attaque. Alors, ici dans mon cas, vous voyez qu'en bas, à gauche, j'ai des actions basiques. À chaque fois, j'ai un emplacement, ou plusieurs, pour mettre des dés, et parfois j'ai un petit plus, et ainsi de suite. Alors comment ça fonctionne? Quand j'ai des emplacements qui m'indiquent un symbole, il faut que je mette ce type de symbole, ou un joker, pour pouvoir l'utiliser, et faire l'action qui se trouve ici.
Donc ici, ça peut être un joker. Ah. Plutôt ici, je peux utiliser un dé de joker si j'ai envie. Par contre, ici, je peux mettre n'importe quel type de dé. D'accord? Ici, c'est n'importe quel type de dé. Ici, c'est une direction, mais je peux utiliser un joker dessus. Donc ça veut dire qu'ici, je peux mettre ce symbole-là pour faire l'action. Ou alors, je peux mettre un dé de stress pour faire l'action, parce que c'est un joker, le dé de stress, mais ça va augmenter mon stress ici. Ou alors, je peux mettre cette direction-là. D'accord? Ici, pour cette action, pour tourner, en fait, pour déplacer, pour me décaler de 2 crans, je vais pouvoir mettre n'importe quel dé. Parce que le symbole qui est représenté ici, c'est le joker, ça veut dire que je peux mettre n'importe quel dé. Donc là, je peux mettre le dé que j'ai envie, soit celui-là, soit un comme ça, mais je gagnerai un stress, soit celui-là aussi. D'accord? Ici, on peut mettre soit un dé d'attaque, soit un dé de joker, et ce sera pareil pour les autres. Pour ces indicateurs ici, ce n'est pas un dé d'action. Vous voyez qu'à chaque fois, parfois, à côté des... Enfin, parfois à chaque fois, à côté de certaines améliorations, pas celle-là, j'ai une réserve d'énergie qui est indiquée parce que ici j'ai réserve qui m'indique 2 cubes. Ça veut dire que j'ai 2 au début du scénario. Pour cela, je vais placer des dés et dépenser une énergie pour faire l'action qui est indiquée. Quand je n'ai pas de symbole de dé, ça veut dire que je n'ai qu'à dépenser l'énergie pour faire l'action. Donc là, je n'aurai pas besoin d'utiliser un dé d'action pour le faire. Donc je vais pouvoir le faire plusieurs fois si j'ai envie. C'est pareil pour celle-là. Ici, j'ai même pas besoin ni de dé, ni de dépenser d'énergie, puisqu'il n'y a pas de réserve d'énergie. Ici, ça me dit que si mon attaque fait 0, je baisse mon stress de 1. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis, on va voir les différentes choses. Donc ici, on a des améliorations de moteur. Vous voyez que ça fait des mouvements avec des hexagones. Donc, position de départ, position d'arrivée et direction. D'accord? Parce que là, la direction va avoir une importance pour pouvoir tirer. Parce que vous voyez que pour les tirs, pour les actions de tir, par exemple, il peut y avoir un arc de tir dessiné. Ça veut dire que notre tir touchera les cases qui sont indiquées ici. Quand il n'y a pas de cases indiquées sur le tir, ça veut dire qu'on a souvent en bas, je vais me rapprocher un petit peu, ici c'est dans le triangle, c'est le nombre de dégâts de base, ensuite le nombre de cibles que l'on peut toucher, la distance, et ici le type de dé que je peux mettre. Vous voyez qu'ici, j'ai aussi le nombre de cibles, j'ai pas la distance parce que j'ai un arc de tir. Donc il suffit que l'ennemi soit dans l'arc de tir. L'indication qui se trouve ici sur les améliorations, c'est le coût et le type de vaisseau. Donc moi je suis un scout heavy, j'ai le droit d'utiliser des améliorations pour heavy ou scout. J'ai 2 améliorations de type heavy ici, une amélioration de type scout là-haut. Ok. Voilà pour ce qui concerne notre vaisseau. Donc le jeu, puisqu'on a lancé les dés, et je vais lancer pour le deuxième vaisseau, ça va être de faire les actions en utilisant les dés d'action que l'on a fait au début du round. Et le round commence par les actions de nos vaisseaux. C'est-à-dire qu'on va faire tous nos vaisseaux d'abord. Ensuite, on fera l'ennemi. Ensuite, ce sera une phase de fin de round s'il y a des effets, ou s'il y a des effets qui s'arrêtent. Et puis, on fera un nouveau round. Voilà. Soit on a besoin de compter les rounds. Moi, je le fais tout le temps, même quand c'est pas nécessaire, et on a un petit marqueur de round ici. Soit on n'a pas besoin de le faire, mais dans ce cas-là, ça sera indiqué. Ici, moi, je préfère le faire, comme ça, je compte les rounds et je sais en combien de temps j'ai gagné mon scénario. Et une fois qu'on a fait ce round-là, hop, on relance nos dés, on récupère nos dés, on augmente le bouclier de chaque vaisseau de 1, et puis c'est reparti pour un tour. Vous voyez que c'est plutôt simple en mécanique, et que vous allez voir que c'est plutôt fluide et très simple à suivre sur le plateau. Puisque pour les mouvements, on a l'indication des déplacements ici, comment ça se passe. Pour le tir, on a l'arc de tir, donc il n'y a pas besoin de calculer sa ligne de vue tout le temps, un petit peu mais pas tout le temps. Il faut savoir qu'on a une ligne de vue à partir du moment où notre tir, le centre du premier hexagone de tir, de notre arc de tir, va toucher une des parties de l'hexagone cible. Donc c'est très rare qu'on n'ait pas de visu sur une cible, sauf si... Alors, on a des tuiles d'obstacles un petit peu. Les champs d'astéroïdes, eux, on peut tirer dans l'astéroïde, mais on ne peut pas traverser un astéroïde. Donc, si mon vaisseau se trouvait ici, et qu'un autre vaisseau était ici, 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 on pourrait se tirer dessus, d'accord ? Par contre, si mon vaisseau était là, et si l'autre vaisseau ennemi était là, on ne pourrait pas se tirer dessus, parce que notre ligne de vue, ou notre ligne de tir, passerait par un hexagone de champ d'astéroïdes. Concernant les nébuleuses, c'est pareil que pour les astéroïdes. La différence entre les deux, donc c'est pareil pour les tirs, la différence c'est que quand je traverse un champ d'astéroïdes, ma coque, pour chaque hexagone de champ d'astéroïdes, ma coque prend 1 point de dégâts,
alors que pour les champs d'astéroïdes, pour les nébuleuses, pour chaque hexagone, je perds un bouclier. Si jamais je n'ai pas de bouclier quand je traverse une nébuleuse, à ce moment-là, je vais avoir un effet stun qui va m'empêcher d'agir au tour suivant. Donc si j'avais un effet stun à placer, je mettrais un cube rouge sur le stun qui se trouve ici, et je saurais tout de suite que mon vaisseau a cet effet-là. Si jamais c'était le cas d'un ennemi, on aurait exactement la même chose, puisqu'on pourrait placer un petit cube rouge sur l'effet stun. Vous voyez qu'on suit très bien, pour chaque vaisseau, son état, sa coque, ses boucliers. Alors comment ça fonctionne les boucliers? Si jamais un vaisseau prend des dégâts et qu'il a des boucliers, à ce moment-là, on commence par faire baisser les boucliers, puis ensuite on attaque la coque quand les boucliers sont à 0. Il y a certains tirs qui vont avoir un effet de passer le bouclier, c'est-à-dire que je peux percer, en fait, cet effet-là, ici, transperce le bouclier, n'affecte pas le bouclier et tape directement la coque. Donc moi j'ai cet effet-là, les ennemis peuvent aussi l'avoir, évidemment. Et à ce moment-là, on attaquera directement la coque et pas du tout le bouclier. Donc ça peut être intéressant dans notre cas, parce que le vaisseau a beaucoup de boucliers, et qu'en fonction des tirs qui seront faits par les Ronins ou par nous, on va faire soit le bouclier va descendre, soit la coque, et ainsi de suite. Sachant qu'il faut être le premier à faire descendre le vaisseau à 0. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Alors, chaque vaisseau, je vais parler pour mes vaisseaux d'abord, on a un paquet de modificateurs. Quand j'effectue une attaque, donc quelle que soit l'attaque que je vais utiliser, on a vu qu'il y avait des dégâts sur l'attaque. Donc ici, par exemple, celle-là, si j'utilise 1 dé, elle va faire 2 de dégâts. Si j'utilise 2 dés, elle va faire 3 de dégâts. Par contre, je peux l'utiliser qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que les emplacements sont pris, et là c'est soit 1, soit 2, mais forcément c'est que j'aurai utilisé l'attaque, je peux le faire qu'une seule fois dans le round. D'accord? Quand il y aura au moins 1 dé placé sur cette carte, je ne pourrai pas utiliser une deuxième fois mon tir. Admettons que j'ai placé 2 dés, ça fait 3 points de dégâts. On vérifie si le vaisseau se trouve bien dans l'arc de tir, forcément. Et ensuite, on fait baisser, à partir du moment où j'ai une réserve d'énergie, je fais baisser la réserve d'énergie de l'arme en question. Et ensuite, je vais modifier le résultat, donc les 3 dégâts, par une carte de modification, qui se trouve dans mon deck de modification, qui est propre à chaque pilote. En début de campagne, on a exactement le même deck, et ensuite, vous avez vu qu'en faisant évoluer le deck de modification, on aura des decks différents. Donc ici, je vais piocher une carte, et ajouter le résultat. Alors, je vais en prendre une qui se trouvera en dessous. Alors ici, c'est un mauvais exemple, évidemment. Voilà. Si je pioche celle-là, ça veut dire que mon attaque, au lieu de faire 3, elle va faire 4, et je vais appliquer les 4 dégâts au vaisseau ciblé. Ou, enfin, au vaisseau singulier ou au pluriel, selon le nombre de cibles de mon arme. Alors évidemment, le modificateur, il peut être plus 2, moins 1, plus 1, et ainsi de suite. Petit truc super intéressant, enfin, je remélangerai mon deck après, c'est qu'avec les améliorations qu'on a gagnées, on va avoir certaines cartes qui ont un petit symbole qui se trouve comme ça. Ça veut dire que quand je pioche cette carte-là, je repioche une autre carte derrière. Et que, en fait, les bonus ou les malus vont se cumuler. Donc ici, en l'occurrence, ça veut dire que je pourrais réparer de 1 ma coque, et en plus, j'aurai la carte de modificateur de mon attaque qui arrivera forcément derrière. Je sais pas si j'ai d'autres comme ça. On a un x2 qui est super sympa. Sur les x2 et sur le raté, on a souvent ce petit symbole-là qui indique qu'on doit remélanger le deck. D'accord? C'est pareil pour les ennemis. Donc les ennemis n'ont pas forcément d'évolution de cartes qui s'enchaînent. Par contre, ils ont les cartes qui permettent de faire x2, de rater, et de remélanger le paquet de modificateurs. Sur les plateaux, donc on a vu qu'il y avait, quand j'avais 2 symboles de dés avec un plus, ça veut dire que je peux faire une attaque de base ou une attaque un peu plus avancée. Donc soit 1, soit 2 dés. Ici, j'ai besoin que d'un seul dé, de type attaque ou un joker. Ici, c'est un dé de mouvement. Alors ici, je vais pouvoir faire un mouvement qui recule mon vaisseau et je vais pouvoir me réparer de 2. C'est un mouvement du vaisseau qui est défensif. C'est une amélioration que j'ai achetée dans une station. Ici, c'est aussi un dé de mouvement. Et vous voyez qu'il y a un effet avec le symbole de stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'utilise un dé de stress, donc il me faut augmenter mon stress ici, comme à la place du dé de mouvement ici, puisque c'est un joker, le stress, donc j'ai le droit de le faire, et ben j'ai le droit de faire cet effet-là. Et cet effet-là, c'est de déplacer le vaisseau, enfin de le faire pivoter de 1 ou 2 crans, avant ou après l'action qui se trouve ici.
Donc ça permet de pivoter avant de faire le déplacement ou après, une fois qu'on a terminé notre déplacement. Donc ça peut être pas mal aussi d'utiliser le stress pour ça. Dans les actions basiques, on a une attaque qui peut être faite avec 1 ou 2 dés. Ici, il n'y a pas de plus entre les deux symboles, ça veut dire que je peux faire 2 fois cette action-là dans mon round. Ici, je peux faire 2 fois cette action-là. Ici, qu'une seule fois. Et ici, alors c'est particulier, ils auraient dû mettre un plus sur cette action-là, parce que c'est la réparation, ça nécessite 3 dés, donc n'importe quel dé, mais 3 dés, sachant que si on met un stress, on ne comptera pas dans le stress qui se trouve ici, mais n'importe quel dé ici, les 3 dés, ça fait comme beaucoup, hein, c'est 3 sur 4, c'est quand même pas mal, et on va à ce moment-là réparer la coque de 2, pouvoir augmenter 2 réserves d'énergie jusqu'à 2 en fait, sur une seule barre, sur une seule amélioration ou sur 2 différentes, et perdre moins 2 de stress. Le stress, qu'est-ce que ça va faire? Je vais terminer par ça. C'est que vous voyez qu'on a sur l'échelle de stress, ici un emplacement à 3 qui est indiqué, à 5, à 7 et à 10. Quand vous arrivez à chaque fois à un emplacement, il va se passer un effet. Pour 3, 5 et 7, parce que la 10 je ne me rappelle pas, je ne l'ai pas encore atteint donc je ne l'ai pas regardé, mais vous allez devoir piocher une carte ratée en plus, avec le petit symbole de stress, dans votre défausse de carte modificateur. Ça veut dire que dès que vous allez le modifier, il va être pris en compte dans vos modificateurs. Donc en fait, plus votre stress va être élevé, plus vous avez des chances de rater après. D'accord? C'est l'idée de ce paquet de ratés de type stress. La différence avec les autres cartes, c'est qu'une fois que celle-là elle a été utilisée, on la défausse, on la garde pas dans le paquet. D'accord? Le stress va avoir un effet, mais une fois et pas en permanence dans votre deck de stress. Je trouve ça pas mal, parce que je trouve que ça va bien en cohérence avec le stress tel qu'on peut le percevoir, c'est-à-dire que ça nous a fait stresser, mais c'est pas un effet, on n'est pas malade à vie par rapport à ça. Truc important aussi, c'est que donc quand on va atteindre 5, un autre stress, et ainsi de suite, d'accord? On va en avoir plusieurs. Il peut arriver qu'on atteigne 10 en stress, et à ce moment-là, déjà à 7, et cet effet, c'est quoi? C'est que si jamais on atteint 7 ou 10, on est dans un état avancé de stress. À ce moment-là, on va repasser notre stress à 0, et par contre, on va continuer à ajouter des cartes de stress. Mais en plus de ça, on va piocher des cartes traumatisme, qu'on a ici, qui vont correspondre au nombre de traumas qu'on a sur notre carte personnage. Donc on les voit ici, on a des petits symboles ici. Donc moi par exemple j'ai déjà un parce qu'il y a eu un événement qui est arrivé qui nous a fait gagner un trauma. Si je devais piocher des cartes trauma, j'en piocherais 2. C'est le nombre de symboles trauma plus 1. Donc voilà. Et ensuite on résout en fait les cartes trauma qu'on récupère, puis ensuite on les défausse. Donc voilà ce que va nous faire le stress. Encore une chose, la notion d'avantage et de désavantage. Ça arrive déjà dans d'autres jeux. Donc ici l'avantage peut être gagné par un vaisseau sur un autre en étant dans son arc arrière. Donc l'arc arrière, il est défini sur les socles, vous le voyez, bon, je vais vous le faire voir là-dessus. Vous avez des petites marques ici qui vous indiquent l'avant du vaisseau déjà, puis c'est plutôt visible avec la figurine. Donc l'arc arrière, par exemple, de ce vaisseau-là, se situe ici, dans tous les hexagones qui sont derrière ici, en suivant ces deux lignes. Si moi je devais tirer en étant derrière ici, j'aurai un avantage sur ce vaisseau-là. D'accord? Avoir un avantage, ça veut dire que quand je tire un modificateur, je tire 2 cartes et je choisis la meilleure. Le désavantage, c'est l'inverse, c'est qu'on tirerait 2 cartes et qu'on choisirait la pire. Et vous pouvez avoir des effets qui vont vous donner un désavantage. Par exemple, le brouillage radar va faire que quand vous attaquez, vous allez devoir tirer 2 cartes et prendre la moins bonne. Donc on a moyen de mettre de brouiller le radar des ennemis pour leur faire tirer 2 cartes et prendre la pire. Ils peuvent se mettre derrière nous pour avoir un avantage, et ainsi de suite. On peut également gagner l'avantage grâce au lock. Alors là, je n'ai pas pris la compétence de lock, mais j'ai une compétence qui permet de marquer, de mettre un lock, donc de locker la cible, et à ce moment-là, on a un avantage sur elle. Les attaques qui seraient de ce type-là, vu qu'il n'y a pas d'arc de tir, ne peuvent pas avoir d'avantage en fonction de la position. Elles ont une distance, et ainsi de suite, elles ne peuvent pas avoir l'avantage. Par contre, elles auraient l'avantage si la cible de l'attaque avait un effet de lock, puisque l'effet de lock autorise à avoir cet avantage-là. Alors dans le tour de jeu, on a dit qu'on dépensait nos dés d'action, on faisait les actions. Donc on va le faire. Je vais faire un petit round, et puis on passera comme ça aux ennemis, comme ça vous allez pouvoir voir comment s'utilisent les ennemis. Alors, on va commencer avec le premier vaisseau, qui est ici l'Argonaute, qui est ce vaisseau qui se trouve ici.
je vais me mettre en position pour pouvoir le shooter lui directement. Donc à ce moment-là, je vais utiliser une action basique pour tourner, en fait, on va dire, qui est celle-là, donc un hexagone tout droit, et puis ensuite on pivote, en utilisant un dé de mouvement. J'aurais pu utiliser un joker, hein. J'aurais pu utiliser ce dé-là d'ailleurs, mais ça m'aurait fait augmenter le stress sans avoir spécialement d'avantage. Donc là, je dépense un dé de mouvement, et je fais le mouvement qui est indiqué comme action basique. Donc ici, ce serait ça et ça. Ici, ce qui est bien, c'est que je me retrouve en ligne droite, et j'ai une attaque, j'ai le long shot, qui me permet de tirer tout droit, jusqu'à 4 cases, pas sur la première, mais sur les cases suivantes, sans prendre en compte le bouclier. Alors, les scouts n'ont pas de bouclier, donc c'est pas la meilleure utilisation que je pourrais faire de mon arme. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est d'utiliser cette action-là, qui a un arc beaucoup plus grand, qui peut toucher jusqu'à 2 cibles en faisant 2 dégâts, et qui va brouiller le radar. Donc par contre, ça nécessite 2 dés, évidemment, dessus. Ici, ça m'indique que l'effet, en plus des dégâts, il y aura un effet pour brouiller le radar. Et que s'ils ne sont pas immunisés sur le brouillage radar, donc les renards, c'est pas le cas, je crois. C'est pas le cas, donc je vais pouvoir les impacter. Donc les 2 dés que je vais utiliser, ce sont ces 2 dés-là. Pourquoi ? Parce que sur ma carte, c'est indiqué que je peux utiliser un dé d'attaque, donc ça j'ai le dé d'attaque ici. Et ensuite ici c'est n'importe quel dé, soit attaque, soit déplacement. Donc je vais pouvoir mettre celui-là. D'accord ? Ce symbole-là, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un dé de joker. Ça veut dire que je peux mettre n'importe quel dé attaque ou mouvement dessus. Un joker marche aussi. Mais on ne précise pas le dé de joker. Ça veut dire qu'après le dé d'attaque, je peux mettre n'importe quel dé ici. Donc je vais utiliser ces 2 dés-là. Hop, ce sera mon action. Pour faire mon attaque, donc ici, il faut que je regarde si je suis à un avantage. Ce n'est pas le cas, je suis sur le côté. Et donc j'utilise un modificateur à ma base d'attaque qui est de 2. 2 moins 1. Donc ça fait pareil, ça fait que 1 dégât. Donc je vais faire baisser le bouclier, il n'a pas de bouclier. Et puis de toute façon, mon tir passerait pas le bouclier, mais il n'y a pas de bouclier sur le scout. Donc je fais baisser de 1 dégât sur le scout numéro 2. Hop. C'est ici que je fais baisser la coque du scout numéro 2. Et en plus de ça, je mets le marqueur effet, comme quoi son radar il est brouillé. Ça veut dire que lui, quand il va tirer, que ce soit sur moi ou sur un autre vaisseau, il faudra qu'il tire 2 cartes, et il prendra la pire des 2, enfin la moins bonne des 2, pour faire les dégâts. Je vais faire agir mon deuxième vaisseau. Donc là, j'aurais très bien pu faire mon déplacement, faire agir lui, et faire mon tir après. Là, je me disais, un déplacement, un tir, ça me va très bien. J'attendais pas d'action. Ça peut être super important quand on attend, par exemple, que des boucliers soient descendus par une grosse attaque, et que nous, ensuite, on fait une attaque sur la coque. Voilà, ça peut être des choses comme ça qui font que... ou alors des effets qui font que ça rapproche le vaisseau, et à ce moment-là, ça nous aide. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant et important de pouvoir jouer les vaisseaux dans l'ordre que l'on veut, faire une action sur chacun si on a envie, ou toutes les actions d'un côté et puis toutes les actions de l'autre. On a le choix. D'ailleurs, je me suis trompé de deck de modificateur en faisant ça. C'était celui-là que j'aurais dû prendre, parce que c'était ce vaisseau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est quand même important d'avoir le deck qui est séparé. Du coup, je vais prendre qu'une carte de celui-là. Je vais faire un raté, c'est 0. Donc par contre, ça veut dire que je vais lui rajouter un dégât, parce que ça aurait dû être 0. Une fois quand on commence la première partie, les decks sont les mêmes, donc à la limite c'est pas très grave de se mélanger, mais une fois qu'on a commencé, il vaut mieux respecter l'ordre. Maintenant que mes pilotes ont évolué, les decks sont différents des deux côtés, donc ça peut être important de respecter le deck en question. Donc l'autre vaisseau, ce qu'il va faire, c'est que je pense qu'il va se rapprocher, essayer de faire des attaques standards plutôt. Et puis je vais vous faire voir une manœuvre qui est assez importante aussi. Alors, on va faire un déplacement standard. Donc, vous voyez que mon vaisseau est ici, on va faire un déplacement standard, je vais utiliser un dé d'action de mouvement, et va pouvoir faire 3. Je peux traverser les autres vaisseaux, alliés ou ennemis, parce que là, pour le coup, dans le mouvement, on va considérer que de toute façon, on n'est pas à la même hauteur, d'accord ? Le jeu est quand même plat et plutôt en 2D, surtout pour les obstacles et autres, mais il faut imaginer que tout est en 3D, ce qui fait qu'ici, même si on passe à travers le champ d'astéroïdes, on considère qu'on passe à travers le champ d'astéroïdes. Ici, on considère qu'on a de la place au-dessus ou en dessous du vaisseau pour passer et traverser. Donc ici, mon 3, je vais pouvoir faire 1, 2, 3. Ce serait pareil avec les ennemis.
D'accord, j'aurai le droit de traverser un appareil ennemi. Et l'autre chose qui est importante, c'est que si j'avais pas voulu aller jusqu'à 3, donc par exemple réduire mon mouvement à 1 ou à 2. À 2 c'était pas possible parce qu'il y avait un autre vaisseau, donc je pouvais pas m'arrêter là où il y a un vaisseau par contre. Là pour le coup on fait pas l'empilation, même si on peut traverser, on peut pas s'empiler dessus, mais pour des problématiques de gameplay et de physique hein, quelque part, je pourrais très bien réduire mon mouvement. Ça veut dire que quand vous avez un mouvement comme ça sur le moteur, vous êtes obligé normalement, je vous le dis bien normalement, de faire la quantité totale de déplacement et de faire exactement ce qui est indiqué. Ça fait un peu comme si on avait de l'inertie sur notre vaisseau. Mais si je veux contrôler cette inertie et faire moins de mouvement, je peux le faire en utilisant un point de stress. Et à ce moment-là, je m'arrête là où j'ai envie sur mon mouvement. Ça peut être parfois super intéressant quand on veut raccourcir cette course, par exemple. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un joker de type stress pour faire la manœuvre qui est ici, pour faire le flank. Vous voyez que le flank nécessite un dé de mouvement, normalement. Bah, ça, c'est un joker qui me coûte un point de stress en plus. Hein. Donc, je vais augmenter mon stress sur le pilote. J'utilise ce dé-là pour faire l'action flank. Et vu que j'ai un effet qui permet de pivoter mon vaisseau, je vais pouvoir le pivoter avant ou après. En l'occurrence, ici, je vais le faire après. Donc le flank, c'est quoi? C'est 1, 2, 3. Ensuite, je fais hop, hop, et je me retrouve comme ça. Ça, c'est le mouvement du flank normalement. Puisque j'ai la possibilité de pivoter avant ou après, là, après, je vais faire 1, 2, et me retrouver dans cette situation-là, qui m'intéresse plus, parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire l'action d'attaque qui se trouve ici, le burst fire, puisqu'à ce moment-là, le vaisseau se trouve dans mon angle. Et moi, je me trouve à l'arrière du vaisseau. C'est-à-dire qu'ici, son arc arrière, il se trouve ici. Et j'y suis. Et c'est comme ça que je le cible. Donc je vais faire mon attaque, et avec un avantage. Donc je peux dépenser jusqu'à 2 dés, je peux en dépenser qu'un pour faire une base d'attaque de 2, ou en dépenser 2 pour avoir une base d'attaque de 3. Et vous voyez que si j'avais plus de vaisseaux dans l'arc ici, je peux aller jusqu'à 2 cibles touchées par mes tirs. Donc là, on va dépenser les 2 pour faire une attaque de base de 3. Donc je mets... C'est pareil, je le précise là, puis après je le montrerai plus. Ici, moi c'est 2 des jokers, donc je peux les mettre aux emplacements que j'ai envie. La différence, donc un joker pour l'attaque et un joker pour le joker, en fait, finalement. La différence, c'est que je vais augmenter mon stress de 1. Donc, important, je descends la réserve d'énergie de l'arme en question, parce qu'elle n'a que 2 maximum au départ du scénario. Je mets mes 2 dés. Donc, une attaque de 3 et une carte modificateur. Donc, j'en tire 2 parce que j'ai un avantage, parce que je suis à l'arrière. Je suis dans l'arc arrière de ce vaisseau-là. Hop. Un -2 et un x2. Donc, c'est vite vu, c'est x2, pas mal. Et en plus, je vais remélanger les cartes à la fin de l'action. Donc x2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait 3 de dégâts, c'est mon attaque, la force de mon attaque. x2, ça fait 6. Et que j'impacte, alors lui, il doit avoir c'est le numéro 1. C'est celui-là. Lui, je lui fais 6, mais vu qu'il a un bouclier, et que mon arme ne perce pas les boucliers, du coup, c'est le bouclier qui prend tout. Je vais le faire baisser son bouclier de 6, et donc il était à 8, il passe à 2 boucliers. Donc là, ça devient plutôt sympa. Pour ce tour-là. Donc là, j'ai utilisé tous mes dés. Vous voyez que celui, il peut plus faire d'action. Potentiellement, celui-là, il pourra encore faire une action de déplacement. Donc là, moi, je décide que c'est la fin de mon round pour mes pilotes. Je n'utilise pas ce dé-là, j'ai pas envie. Ici, je pense que il faut que je pense à remélanger, parce que j'ai une carte avec ce symbole-là, qui me demande de remélanger mon deck. Donc de reprendre ma défausse, de reprendre mon deck, et de tout remélanger. Hop là. Donc si vous aviez à sliver dans le jeu quelque chose, c'est vraiment ces cartes-là que si vous mélangez le plus. Moi, je trouve pas qu'elles s'abîment trop, donc puis il y en a beaucoup, donc on sait jamais lesquelles sont lesquelles. Si vous slivez les cartes, ça rentrera plus dans la grande boîte avec toutes les cartes, hein, je vous le précise. Ok. Donc, comment ça va se passer pour les ennemis, maintenant? Les ennemis, ils arrivent chacun avec, en fonction du type de vaisseau, là ici j'ai UIA Dart et Ronin Scout, éclaireur Ronin et Dart, je sais plus comment ils l'appellent en français. On va tirer une carte de chaque paquet, et on va les faire jouer dans l'ordre du numéro qui se trouve ici. Donc ça va être l'UIA Dart qui va jouer en premier, et ensuite Ronin Scout. Donc évidemment tous les UIA Dart en premier, tous les Ronin Scout après.
Ensuite, quel ordre on prend? On prend d'abord les élites, et ensuite on prend les standards. Donc de toute façon, moi ce que je fais, c'est que dès le départ du jeu, je place mes plateaux dans l'ordre dans lequel ils vont jouer. Ça veut dire que je sais que c'est le numéro 1 élite qui va jouer en premier, donc c'est lui. En second, ce sera l'Uyadart, donc le standard qui se trouve ici. Et donc vous voyez que j'ai mis leur numéro, c'est le 1 et le 2 dans les types de vaisseaux. Donc c'est moi qui a joué en 2. Si j'avais 2 vaisseaux de type standard, ce serait dans l'ordre du numéro, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Une fois que l'Uyadart aura joué, ce sera Rodin Scout Elite numéro 1, qui se trouve là. Ensuite, ce sera Rodin Scout Elite numéro 2, qui se trouve ici. Et là, pour ce scénario-là, vu que lui, il joue sans carte, là, il joue pour le coup, il joue en fin de tour et on lance un dé pour lui. Mais là, c'est spécifique au scénario. Et donc, je les ai quand même mis dans l'ordre, comme ça, je me pose moins de questions. Quand c'est fait, donc on va prendre la première carte, Uyadart, et on dit que c'est celui-là qui va jouer en premier. Donc on est quand même pas loin, et voilà. Voilà une carte ennemie IA, comment ça se présente. Donc vous avez le type de vaisseau, ici un numéro mais qui n'a pas d'importance. Ici vous avez son action de déplacement, ici son action d'attaque, avec les deux icônes, déplacement et attaque. Et enfin, tout en bas, vous avez sa séquence d'action. Comment ça va fonctionner la séquence d'action? Avant de faire sa séquence d'action, on va décider de sa cible. Quelle est la cible? Donc, soit le scénario vous donne la cible, parce que ça peut être par exemple une cible qui est liée au scénario, et à ce moment-là, les ennemis vont se diriger vers cette cible-là. Si ce n'est pas le cas, le vaisseau ennemi va prendre l'ennemi le plus proche. Alors attention, dans notre scénario actuel, l'ennemi ça peut être un de mes deux vaisseaux, ou le vaisseau qui se trouve ici, puisque c'est celui qu'on essaie de capturer, et que eux aussi essaient de capturer. En l'occurrence, le plus proche, ça va être le mien. Donc quand vous calculez la distance du plus proche, on ne compte pas les obstacles, on compte que le plus proche directement en hexagone. Donc là, on va dire qu'il cible le mien, c'est sa première cible. Sa cible de départ en tout cas. Et ensuite, on va suivre la ligne de commande qui se trouve en bas. Ici, il y a marqué que le vaisseau attaque. Et ensuite, vous voyez qu'il y a marqué yes ou no. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que le vaisseau réussit à faire son attaque? Donc là, en l'occurrence, son attaque, elle n'a pas d'arc de tir, mais elle a une distance. Donc un nombre de cibles infini, donc ça peut être jusqu'à toutes les cibles du plateau, et jusqu'à 3 de distance. Donc 1, 2, 3, ce vaisseau-là, qui est un ennemi de ce vaisseau-là, n'est pas dans la distance de l'action. Donc lui, il ne pourra pas t'attaquer. Par contre, le mien s'y trouve. D'accord? C'est 3 cases, enfin 3 hexagones autour de ce vaisseau-là. Donc on va dire que là, oui, il va réussir à faire son attaque. Et puisqu'il va faire son attaque, juste après, il fera un déplacement uniquement. S'il n'avait pas pu faire son attaque, c'est-à-dire si mon vaisseau n'était pas ici, à ce moment-là, on aurait dit, ok, il ne peut pas faire son attaque, donc il peut pivoter, se déplacer, en utilisant la séquence de déplacement qui se trouve ici, puis faire une attaque. Ça ne veut pas dire que l'attaque aura une cible, mais ça veut dire qu'en fait, il va faire un autre mouvement, puisqu'il n'a pas réussi à faire sa première attaque. Là, en l'occurrence, il y arrive, et en plus, il a un effet qui va traverser mon bouclier. Pas de chance. Donc il attaque mon Invictus, qui se trouve ici. Et à la même manière que moi, il va... donc c'est pas le scout, il n'a pas d'effet sur lui pour l'instant, il va tirer une carte de modificateur. Donc cette attaque-là, de toute façon, on ne peut pas gagner un avantage sur la position, puis de toute façon, il n'est pas dans mon arc arrière, donc il n'y a pas de souci. Donc on va tirer un modificateur. J'ai un deck de modificateurs pour les ennemis. D'accord? Je vais remélanger, parce que je ne sais pas s'il a été mélangé avant. Donc son attaque à lui, elle fait -1 de base, d'accord? Alors vous allez dire, ah, -1 c'est pas beaucoup. Alors, vous allez comprendre que si, en fait. -1 plus 0. Ah, donc il a quoi? Il a -1, il nous fait gagner des dégâts? Non, pas du tout. En fait, au modificateur et à l'attaque que vous avez ici, donc la valeur qui se trouve ici plus le modificateur, vous allez ajouter l'attaque qui se trouve sur sa fiche ici. Attaque 4. Donc là, c'est attaque 4, -1, parce que ce que j'ai en total de modificateurs, ça fait 3. Donc il fait une attaque de 3, qui passe mon bouclier sur ce vaisseau-là. C'est-à-dire que je perds 3 points de coque sur ce vaisseau-là. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Je peux décider de ne pas prendre de dégâts. Alors comment ça se passe? Si j'ai pas envie de prendre de dégâts et de ne pas avoir les effets de l'attaque, s'il y avait un autre effet que de percer le bouclier, je pourrais en fait retourner une de mes améliorations qui se trouve ici. Soit d'armes, soit de moteur. Je la retourne, c'est-à-dire qu'elle est plus utilisable.
mais par contre je prends 0 dégâts. D'accord? Ou alors je décide de prendre des dégâts, et là en l'occurrence, si je les prends, ça va me faire moins 3, je vais passer de 6 à 3. Donc j'ai ma coque qui a sérieusement pris des dégâts. Donc j'ai déjà pris quelques dégâts sur ce vaisseau-là. Donc ça c'était pour le premier. Une fois qu'il a fait ça, il se déplace. Donc en fait, il a fait son attaque, oui. Donc ensuite il se déplace. Donc il se déplace, il va faire tac, tac, qui est le mouvement indiqué sur la carte. Alors ce qui est pratique avec ces cartes-là, c'est qu'elles sont pas trop grandes, donc on peut les mettre comme ça si c'est plus facile pour vous de voir le type de mouvement. Parfois c'est plutôt simple, comme ce cas-là. Parfois c'est un peu plus tarabiscoté, et puis il y a d'autres choses qui rentrent en ligne dans notre vision, donc on peut l'orienter puis voir comment se déplace le vaisseau. Donc ça c'est le premier vaisseau. Ensuite on va faire le deuxième, qui est donc lui à Dart, qui se trouve ici, numéro 2, qui est lui standard. Mais il fait la même chose. Alors comment ça se passe? Même commande, est-ce qu'il y a pour attaquer? À 3, visiblement de distance, il n'y a aucun autre vaisseau ennemi. Parce que ça, c'est pas son ennemi, c'est un autre Ronin. Ça veut dire qu'il va pivoter. Alors quand il pivote, il va pivoter pour être dans la meilleure position pour soit se déplacer vers un ennemi, soit attaquer un ennemi. Donc en l'occurrence, ici, il va peut-être pas pivoter parce que ses ennemis sont ici, 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 et il est déjà dans la bonne direction. Et que se mettre comme ça, ce serait pas plus avantageux pour lui. Donc il peut rester comme ça. Donc il veut pivoter, se déplacer. Donc se déplacer, tac, tac, il est comme ça. Et après il fait une attaque. Vous voyez que là il n'a pas fait l'attaque. L'attaque au début il n'a pas pu la faire, donc il fait, je pivote, je me déplace, j'attaque. Donc là il attaque, à 3 de distance, il n'y a que ce vaisseau ennemi là. Donc il va faire une attaque en tirant une carte modificateur, -1. Donc lui il a que 3 en attaque, donc ça fait -1, ça fait 2. Par contre il passe les boucliers, donc il fait baisser de 2 la coque de ce vaisseau là. Qui passe de 15 à 13. Donc lui il a commencé à entamer la coque de ce vaisseau là. Pas très grave, nous notre but c'est de faire le coup qu'il va faire tomber à 0. Donc ça peut être bien de profiter des attaques des Ronins aussi, et puis attaquer au bon moment pour nous potentiellement. Donc une fois que j'ai fait l'attaque qui se trouvait ici, ah non, je dis -1, donc ça fait -2, parce que son attaque de base c'est -2, -2, et il a 3 en attaque, ça fait que 1. Ah oui. Il lui a fait que 1 de dégâts en fait. J'ai vu que c'était -1, -1 c'est -2, -2 plus 3, ça fait -1. Donc une fois que j'ai fait l'attaque, la carte, ici je la défausse, parce que je n'ai plus ce type de vaisseau à faire jouer, je défausse ma carte. Et je vais pouvoir passer à la deuxième carte d'attaque, donc c'est tous les Ronins scouts qui vont attaquer. En commençant par le lead numéro 1 qui se trouve là-bas. Autre carte, autre ligne de commande. Alors lui, sa cible principale quand il va commencer, c'est ce vaisseau-là, c'est le plus proche, parce que moi après je suis derrière. Donc on va dire que la première chose qu'il va cibler, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, et c'est un truc qui est super bien je trouve, et c'est précisé, c'est que ça évite de se poser des questions aussi, c'est qu'avant chaque action sur la ligne de commande ici, on redétermine potentiellement la cible. Ça veut dire que ici, si je me tourne ou si je fais un mouvement, et que par rapport à la première cible, je ne peux pas la toucher, mais j'ai une autre cible, je vais avoir l'autre cible comme cible principale, d'accord? Avant chaque action ici, je vais pouvoir me poser la question, est-ce que c'est toujours la même cible ou est-ce que c'est une autre qui est plus proche finalement pour une attaque ou pour un déplacement ou autre, d'accord? Donc on va pouvoir redéterminer la cible à chaque action de cette petite ligne de commande. Donc ici, il fait une attaque assez... ils vont être pénibles, ceux-là. Alors, le scout, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers une cible. Donc là, c'est pas la peine, il est déjà en bonne ligne, il est tout droit en face du vaisseau. Et il fait une attaque. Son attaque, il a un arc de tir ici, mais c'est trop court. Il va que jusqu'à 2 devant, donc il atteint un arc qui est ici. C'est pas assez. Donc, l'attaque qui se trouve ici, no. Alors vous voyez qu'on pouvait faire pivoter le vaisseau avant. Si jamais il avait été ici, il aurait pu pivoter pour se diriger vers sa cible avant de faire l'attaque. D'accord? Mais c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut déterminer la cible avant de commencer la ligne de commande. Donc là, il n'a pas pu faire son attaque, donc il va faire un déplacement. Son déplacement, c'est 1, 2, 3, tout droit. 1, 2, 3, tout droit. Et ensuite, il peut pivoter à nouveau. Si par exemple, il y avait un ennemi plus proche, mais pas dans la bonne direction, il pourrait pivoter pour pouvoir attaquer cet ennemi-là. En fait. Donc là, c'est pas la peine de le faire pivoter, puisque il est à bonne distance, potentiellement, et il refait une attaque.
Sauf que son attaque, une fois de plus, et même en pivotant il ne peut pas le faire, c'est 1, 2, et ne touche pas sa cible. Donc, pas d'effet supplémentaire. C'est la fin de sa phase de mouvement d'attaque. Ok, il n'a pas touché. S'il avait touché, le vaisseau serait pris un effet par rapport à son déplacement. Donc là, c'est pas le cas. Et on va passer donc au scout numéro 2, qui se trouve ici. Donc il va réagir avec les mêmes commandes, mais ça va faire quelque chose de différent, parce que les vaisseaux ennemis sont pas les mêmes, c'est nous. Donc il va nous prendre pour cible. Ici, entre les deux, qu'est-ce qu'il va prendre? Cas intéressant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les deux sont à la même distance. Ok? Quand deux cibles sont à la même distance, il va privilégier celui qui a le plus de coques. Donc celui qui a le plus de coques, c'est l'Argonaute. C'est celui-ci. Si jamais ça avait été une égalité encore, il aurait choisi celui qui a le plus de boucliers. D'accord? Les vaisseaux ennemis, leur stratégie de base, c'est de cibler celui qui a la plus grosse résistance ou la plus grosse coque pour le faire diminuer. Alors, on est d'accord ou pas avec le principe? On pourrait se dire qu'il vaut mieux qu'ils prennent le plus faible pour lâcher plus vite. En l'occurrence, c'est pas la règle dans le jeu. Rien ne vous empêche de changer ça. Donc pivoter pour avoir la cible, donc ce serait celui-là, la plus proche. Donc si on le fait pivoter, on va le faire. Il peut pivoter quand on dit pivoter, cette icône-là, c'est qu'on peut faire 2 crans. Hein. Donc ça peut faire 1 ou 2. Voilà, il va faire que 1. Et il se retrouve en face de notre vaisseau. Donc il pivote, il attaque. Sauf que son attaque, c'est pareil. Elle s'arrête ici, 2 hexagones. Tac, tac. Donc c'est jusqu'ici, c'est tout ça en fait. Et il ne nous touche pas. Donc on fait la partie non. Il va se déplacer. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Puisqu'il arrive sur l'endroit où il y a un obstacle, ou un autre vaisseau, ben il va s'arrêter avant. Donc il va s'arrêter ici. Et ensuite, pivoter, c'est pas la peine, il va faire son attaque. Donc là, il va nous en mettre plein la poire, juste en face de nous. Son attaque est fait plus 0, il aurait pu cibler plusieurs cibles aussi, et il va avoir un effet. Donc on tire une carte modificateur, sauf que lui, on se rappelle, c'est le numéro 2. D'accord, il a son petit marqueur numéro 2. Et lui, il a le radar qui est brouillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas tirer une seule carte, mais 2 cartes, et je prends la moins bonne. Parce que son radar est un peu dans les choux. Bon, là, c'est -1 et -1, donc il va faire que -1, forcément. Donc, -1 plus 0, ça fait -1. Et son attaque, elle est de 3. Donc, ça fait 2 en tout. Donc, il fait une attaque de 2 avec un effet de ralentissement. Donc, une attaque de 2, pour mon vaisseau, je vais faire baisser son bouclier. 1, 2. Et ensuite, je vais mettre un marqueur sur le ralentissement. Hop. Le marqueur de ralentissement, ça m'empêche quoi? Ça m'empêche de me déplacer dans mon round d'action suivant. D'accord? Alors, de toute façon, j'ai un moyen de pouvoir l'enlever, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà ce que ça fait comme effet, le ralentissement, c'est qu'on peut pivoter, je crois, mais on ne peut pas se déplacer. Donc on peut pivoter et attaquer, en fait. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait toutes les cartes IA ennemies. Alors, pour ce scénario-là, on va jouer ce vaisseau-là, on va lancer le dé, on fait un 6, et dans le scénario, on nous a dit que le 6, ça le dirige vers le nord-ouest. Donc on va considérer que c'est nord-ouest, c'est tac par là. Et il va se déplacer de 2 hexagones. Donc on le fait pivoter. 1, 2. Il va faire 1, 2. Voilà ce que va faire le vaisseau. Donc évidemment, là, il n'y a pas trop d'intelligence sur ce vaisseau-là pour le scénario. Mais bon, ils sont en mode panique, il y a des vaisseaux partout, ils savent pas qui est avec qui, sachant que tout le monde leur en veut. Et donc là, ça met fin au round. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, on fait un nouveau round. Enfin, les effets de fin de round, c'est quoi? C'est que par exemple, ça pourrait être des cartes sur lesquelles il y a marqué des effets, mais par exemple, lui, son état, son radar brouillé, s'arrête à la fin de son tour d'action. Puisqu'en fait, les effets, sauf le cas de la brèche de coque, mais s'arrête normalement à la fin de la phase d'action suivante du vaisseau qui a l'effet. Donc lui, par exemple, il perd son brouillage radar, donc à la prochaine attaque, si je lui ai permis un brouillage radar, il pourra tirer que une seule carte, et ne pas avoir de désavantage. Nous, ça va être notre tour round, donc on va récupérer pour chaque pilote les dés d'action. On va pouvoir les lancer, et surtout, on va augmenter de 1
le bouclier, s'il était inférieur à la valeur maximale qu'il avait au début de la partie. Donc lui, c'était pas le cas. Il est à 5. Par contre, lui, c'est le cas, parce que normalement, il est à 4, je crois. Ou à 5, d'ailleurs. Là, je relance. Hop, ça sera pour le premier pilote. Ce sera pour lui. Pour le deuxième pilote. En termes de lancer de dés, si vous avez, vous pouvez dépenser un stress, enfin, augmenter votre stress pour relancer une partie de vos dés ou tous les dés. D'accord ? Si jamais vous avez 3 stress, vous pouvez relancer sans augmenter votre stress, vous pouvez relancer vos dés. Donc voilà, ça c'est le petit truc pour équilibrer peut-être la malchance. Et donc là, puisqu'on est reparti pour un round, et ben on est reparti pour mettre nos dés d'action, et ça va se poursuivre comme ça pour la suite du scénario. Donc vous voyez que le système de combat est plutôt simple. Une fois que vous comprenez, quand on a compris comment ça fonctionne, tout ce qui est marqué sur les cartes, sur les icônes, on comprend tout super rapidement. Ça veut dire que quand on va rechercher maintenant des améliorations d'armes et tout, on sait ce qu'elles font les armes. On se dit, ah ouais, ça l'a fait ça, ça l'a fait ça. Ah, l'arc de tir, il est comme ça, il y a tel effet, et ainsi de suite. Et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa à utiliser. Le fait que, par exemple, les vaisseaux, quand ils ont tiré, ils font un déplacement. C'est-à-dire que potentiellement, là, il avait commencé comme ça au début du round de combat, il aurait fait l'attaque, et on aurait dit, bah oui, il l'a fait. Et après, ils font souvent un déplacement. Ce qui fait qu'en fait, ça vous donne une impression que les vaisseaux sont pas immobiles, et pivotent comme ça, et puis ils font un tir. C'est-à-dire qu'on a le vaisseau, il tire, et hop, il continue son mouvement. Donc ça donne un plateau qui va être dynamique, et qui est vraiment bien foutu, j'aime beaucoup ça. Parce que on a vraiment un balai de vaisseaux sur la carte qui est agréable à suivre. Et puis, on a toujours ce positionnement qui va nous nécessiter de bien se placer, soit d'utiliser du stress pour s'arrêter, pour pouvoir avoir un bon angle là. Ensuite. Par exemple, mon vaisseau, avec son long shot, il faut qu'il soit en ligne droite pour utiliser cette attaque-là. Donc ça veut dire qu'il faut se caler correctement. C'est pour ça que je lui ai pris une amélioration qui permet de faire un tonneau pour pouvoir se décaler de 1 de chaque côté. Alors ça coûte de l'énergie, mais ça me permet de le faire et de m'ajuster derrière un ennemi, par exemple, ou sur la bonne ligne par rapport à un ennemi. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous avez les notions de distance des armes qui permettent de faire des effets comme brouiller le radar et ainsi de suite, qui deviennent super importantes. Plus on va faire de combat, plus on va comprendre qu'il y a plein de choses super importantes. Alors, malgré tout ça, jusqu'à présent, je sais pas comment ça va évoluer, mais j'ai pas trouvé le jeu difficile. Ça veut dire que j'ai pas perdu une seule fois un combat. J'ai eu des moments où c'était plus délicat, où j'ai mes vaisseaux qui étaient pas loin de 0 en coque. Où j'avais 2 ou 3 améliorations retournées sur mon plateau. Voilà, des choses comme ça. Donc j'étais quand même passé pas loin de me prendre beaucoup de dégâts et d'avoir beaucoup de choses. Mais au final, j'ai quand même gagné le scénario et il en faut vraiment beaucoup pour perdre. Alors il y a plein de manières dans le jeu, il y a une partie des règles qui est indiquée pour pouvoir régler cette difficulté justement. Donc ici c'est la description des armes. Et ici voilà, on a le niveau de difficulté, facile, normal, moyen, difficile, très difficile, ainsi de suite, avec ce qu'on peut changer éventuellement. Et il y a même un mode Iron Man. Donc voilà, avec des modificateurs qui sont des idées, si vous voulez, augmenter la difficulté ou la baisser, si vous trouvez que c'est trop dur. Alors je pense pas que quelqu'un trouve que c'est trop dur, mais voilà, il y a toujours moyen de dire on fait en plus. Rien ne nous empêche, par exemple, de dire bah tiens, je suis à 2 vaisseaux, mais je prends la configuration pour 3 vaisseaux. Pourquoi pas, hein. Ça rajoute du challenge. Donc je l'ai pas encore essayé. Je voulais d'abord avancer l'histoire avant de le faire, mais je pense que je le ferai peut-être. Peut-être mettre 3 vaisseaux pour voir ce que ça peut donner sur un combat. Voir si c'est vraiment très chaud, si ça change complètement le combat et si vraiment j'ai du mal à gagner, ou si finalement c'est la bonne difficulté. L'idée de toute façon, c'est pas du jeu, et je suis sûr, c'est pas d'avoir un challenge où je vais passer 5 fois à refaire un scénario. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de se faire plaisir pendant le combat, que ça se termine de justesse, parce que c'est toujours plus valorisant et plus intéressant d'avoir un combat qui se joue à quelques décisions près, en espérant que ce ne soit pas les modificateurs qui vous fassent basculer le combat, mais normalement je ne l'ai pas vu vraiment, et d'avoir en fait ce feeling de dire on n'est pas assez loin de la correction, mais on a gagné. Donc voilà, c'est ça qu'il faut ressentir, c'est pas de dire je me mets un challenge, le truc imbattable et j'ai une chance sur 100 de réussir, et j'ai réussi. Ok, ça va être sympa,
Mais s'il faut faire 5 parties du même scénario plusieurs fois, je pense que ça peut être un peu pénible. Donc là, c'est très très bien. Et je vous le dis, et encore, là sur le... Si je vais prendre cet exemple-là, les récompenses en cas de succès et en cas d'échec ne sont pas très différentes. La récompense ici, si je remporte le combat, vous voyez qu'on a le même badge de succès, Ronin 2, c'est-à-dire que ça va déclencher des choses dans les prochaines aventures, d'accord, que ce soit sur des missions ou sur donc potentiellement ça va débloquer toutes les missions qui ont un prérequis Ronin 2, d'accord, 1 ou 2 d'ailleurs, et ou des chapitres dans les histoires quand on va faire de l'exploration sur les planètes. Compétence pilote, là il y a une différence. C'est-à-dire que compétence pilote, je l'acquiers ici, pas quand j'ai l'échec. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire augmenter mon pilote. Et les crédits, on a un peu plus de crédits, on a 10 crédits au lieu de 5, donc on pourra acheter plus de choses. Et dans tous les cas, il y a marqué partir en reconnaissance à un secteur. Donc voilà, je vais pas vous faire un combat entier, je pense que ça pourrait être long, et je pense que vous avez vu à peu près comment ça tournait. C'est vraiment une chouette mécanique. Moi franchement je suis sous le charme du jeu et de cette partie-là notamment. En plus c'est celle que vous allez commencer à faire quand vous commencez le prologue du jeu. Vous allez enchaîner quelques combats comme ça, très facile le premier, et puis en fait vous découvrez un peu comment fonctionnent les cartes, les attaques de base et tout, et là vous vous dites ah ouais, je peux faire ça, ça, ça. Attends, bah tiens, amène ton vaisseau, torpille-le, on se met tous les deux derrière, on le torpille tous les deux. Voilà, on va gagner un avantage. Se positionner en avantage sur les vaisseaux, c'est très intéressant pour ce coup des cartes, parce qu'effectivement, il y a de la chance au niveau des modificateurs, mais vous voyez que les vaisseaux ennemis, eux, quand ils le font, ils ont une base d'attaque qui est quand même plutôt importante. Et par exemple, l'UA Dart, il a 4 en attaque de base. Si jamais il fait un x2, ça fait 8. Ça vous fait très vite, très mal au bouclier ou à la coque. Si jamais, en plus, une attaque qui perce les boucliers, enfin qui passe à travers en tout cas, ça peut vous enlever le vaisseau. Donc là, il y a souvent des cas où on va se dire, ok, bah à partir de tant de dégâts, je ne réfléchis pas, je me dégage une de mes augmentations. Pour pas perdre mon bouclier, pour pas perdre ma coque. Après, vous avez des options pour réparer la coque. D'accord, il y a des actions, ça va me coûter de l'énergie, mais je pourrais réparer un petit peu. Sur mon vaisseau principal, que j'ai ici, j'ai 2 améliorations du Sparrow, donc notre gros vaisseau. Une qui est valable tout le temps, c'est le Shield Radar, ça veut dire que je suis immunisé contre le brouillage radar, justement. S'il y a un effet de brouillage radar, c'est pas la peine que je le prenne, puisque j'ai cette amélioration-là sur le Sparrow. Et en plus, elle est illimitée, j'ai pas de niveau de réserve. Alors que celle-là, c'est Healing Aura, qui me permet, c'est un one-shot, de faire une fois, donc distance infinie, nombre de cibles infinies, donc tous les vaisseaux qui sont sur la carte, de placer 2 dés, donc c'est comme 2 dés d'action d'un de mes pilotes, de placer 2 dés pour réparer de 2 la coque. Mais je le ferai qu'une seule fois dans tout le scénario. Donc ça, c'est des améliorations que j'ai récupérées avec le Sparrow dans une station qu'on peut acheter. Celle-là, je l'ai trouvée sur une planète en exploration. Donc vous voyez qu'il y a ça aussi, c'est que sur les planètes, il n'y a pas que le scénario ou l'aventure qu'on vit, il y a aussi des choses qu'on va trouver. Ah tiens, une amélioration pour le vaisseau, qui peut être une conclusion d'un petit chapitre, ou d'une aventure, ou d'avoir aidé quelqu'un. Ça peut être plein de choses comme ça. Et c'est ce qui rend vraiment le jeu super intéressant. Et on a envie de suivre cette histoire, on a envie de voir évoluer nos vaisseaux, de faire des combats qui vont être intéressants, qui vont avoir un objectif particulier. Je trouve que là, en termes d'objectifs, en termes de scénario, j'ai eu des scénarios où il fallait éliminer tout le monde, des scénarios où il fallait récupérer des points, il fallait se placer à côté de certains points sur la carte pour faire une sorte de scan. Il fallait rester, par exemple, 2 tours consécutifs pour récupérer un marqueur, il fallait en récupérer 2 en tout. Donc là, c'était pas que du combat, c'est du combat pour réduire la défense adverse, mais c'est aussi récupérer d'autres choses que faire du combat. Alors après, vu la taille de la carte, de toute façon, quand il y a un certain nombre d'ennemis, vous êtes obligé d'en éliminer 1 ou 2 pour être un peu plus tranquille. Et là, je joue qu'avec 2 pilotes.